avec France 3. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée de votre Journal des Alpes. À la une, 900 personnes blancs d'incompréhension et de colère dans une marche organisée dans les rues de la ville du chef d'entreprise victime de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier. Une marche grave et triste. Le rêve d'un été sur les hauts plateaux du Vercors dans un océan d'herbes bien fraîches, c'est celui fait par des milliers de brebis qui débarquent de Provence en ce moment dans nos Alpes. Un été en alpage. C'est le premier volet de nos feuilletons que nous vous proposerons pendant les mois de juillet et août. Enfin, la couleur du ciel de votre journée, ce sera jaune soleil et rouge canicule avec des températures sahariennes. Plus jamais ça, c'est la phrase du jour au lendemain de la marche blanche de Saint-Quentin-Fallavier. Le vœu aussi que les 900 personnes descendues hier en fin d'après-midi dans les rues de Fontaine-sur-Saône voudraient voir se réaliser après le drame. Cette manifestation était organisée bien sûr en mémoire d'Hervé Cornara, ce chef d'entreprise retrouvé mort et décapité vendredi dernier sur le site de l'entreprise Air Products. Silencieux et graves, les participants à la marche ont traversé le quartier des Marronniers où la victime et sa famille vivaient. Valérie Benet et Sandra Méallier. En tête de cortège, accablés par le chagrin, l'épouse et le fils d'Hervé Cornara. À leur côté, derrière eux, des centaines de personnes, élus, voisins de ce quartier des Marronniers et bien d'autres, pour les aider à porter leur douleur, les soutenir dans l'épreuve. Pour faire voir qu'on est avec eux, qu'Hervé ne méritait pas ça, qu'on veut soutenir sa femme, qu'on veut soutenir Laurence, qu'on veut soutenir Kevin, que voilà, c'est pas normal ce qui est arrivé. Pour sa femme et son fils, c'est très important. Et pour nous, qu'il n'est pas parti pour rien. Une longue marche silencieuse où étaient seulement brandis les mots « plus jamais ça ». Je crois qu'il faut être solidaire là, dans ces cas-là. On ne peut pas laisser passer ça sous silence. Une famille détruite. Arrivés au square de la Cité, seuls les élus et représentants de l'État ont pris la parole. Ces circonstances. Nous sommes tous indignés et touchés au plus profond de nous-mêmes par les circonstances de sa mort. L'émotion de ces derniers jours doit laisser la place aux souvenirs. Nos pensées vont vers ses proches. Je prends part à leur peine et je les assure de mon soutien et de celui de la nation tout entière. 4 jours après l'horrible drame qui n'a laissé personne indifférent, c'est dans une émouvante marseillaise entonnée par la foule que s'est conclu ce rassemblement. Oui, et puis toujours concernant ce drame de Saint-Quentin-Fallavier, on a appris hier, en tout début de soirée, que Yacine Sali, l'auteur présumé, avait été mis en examen par une juge antiterroriste. L'attentat commis par Yacine Sali correspond très exactement au mot d'ordre de Daesh, l'organisation État islamique, a déclaré François Molin, le procureur de la République de Paris, lors d'une conférence de presse. Autre enquête à présent à Saint-Martin-d'Air, dans l'Isère. Il semble que l'on avance dans l'affaire Luc Pouvin. 2 jeunes garçons de 16 et 18 ans se sont présentés hier matin à l'hôtel de police de Grenoble. Les enquêteurs doivent déterminer le rôle tenu par chacun le soir du drame. L'audition des 2 jeunes placés en garde à vue devrait donner des indications sur le déroulement des événements survenus le 20 juin dernier. Luc Pouvin, un jeune homme de 19 ans, je vous le rappelle, a été tué par balle. Il aurait été visé par erreur. Les explications de Frédéric Lefrançois. 2 jeunes gens de 16 et 18 ans ont été présentés ce matin à la juge d'instruction chargée de l'enquête sur la mort de Luc Pouvin, un jeune homme de 19 ans tué par balle il y a 10 jours à Saint-Martin-d'Air. Les 2 suspects s'étaient présentés lundi matin à l'hôtel de police de Grenoble sur les conseils de leur avocat. Ils avaient immédiatement été placés en garde à vue. Selon leur version des faits, c'est pour se défendre suite à une série d'agressions commises par un groupe d'individus armés et cagoulés, venus en voiture et en scooter d'un quartier voisin, qu'ils auraient utilisé une arme, une carabine récupérée dans un fourré. Le suspect de 18 ans a indiqué avoir tiré 2 coups de feu, l'un en l'air et l'un en direction du scooter pour faire fuir ses agresseurs, mais avoir manqué sa cible, touchant alors le jeune Luc Pouvin. Il a constaté qu'il avait tué un de ses copains. Il appelle ça un tragique accident, a indiqué le procureur de Grenoble, Jean-Yves Coquillat.
Le suspect mineur n'aurait en revanche pas tiré de coup de feu. Malgré ses aveux, l'enquête se poursuit puisque certaines déclarations ne correspondent pas aux relevés réalisés par les policiers. Du nouveau également dans le dossier Center Parcs. Le rapporteur public devrait demander l'annulation de l'un des 2 arrêtés préfectoraux contestés. Une décision qui irait dans le sens des opposants au projet d'implantation d'un village touristique du groupe Pierre et Vacances. Un projet largement contesté, vous le savez, et qui serait épinglé sur l'arrêté préfectoral dit loi sur l'eau autorisant le début des travaux. À suivre donc d'ici une quinzaine de jours. C'est en effet alors que le tribunal administratif rendra son jugement dans cette affaire. Info trafic à présent. Depuis 6 heures ce matin, l'autoroute A40 dans le sens Mâcon-Chamonix est coupée à la circulation. C'est le renversement d'un camion sur la chaussée qui est à son origine. Son relèvement est d'ailleurs toujours en cours actuellement. Vous pouvez bien sûr avoir plus de développement sur cette information et sur ses conséquences sur notre site internet alpe.france3.fr. Une nouvelle entreprise, symbole du combat pour le maintien d'une industrie made in France, la compagnie alpine d'aluminium. Vous la connaissez peut-être mieux sous le nom des Forges de Cran. Ce sont en tout cas 80 salariés qui se battent pour sauver leur entreprise grâce à une SCOP qui aurait l'avantage de sauvegarder 80 emplois sur 110 actuels. Hier soir, le tribunal de commerce a repoussé la décision de reprise car il manque encore 750 000 € pour boucler le projet de SCOP. Ingrid Pernet et Serge Vorette. Guy est opérateur de fabrication, 30 ans de métier dans la fonderie. Il fait partie de ceux qui ont écrit un petit bout de l'histoire industrielle. Et cela fait 250 ans que cela dure. On est passé dans différentes sociétés, quand on parle toujours des Forges de Cran. Forges de Cran, c'est connu de très loin. Des générations entières ont travaillé aux Forges de Cran. Tout un symbole quand l'aluminium au Savoyard fournit Tefal, mais aussi quand l'industrie devenue compagnie alpine d'aluminium se retrouve en redressement judiciaire. Le seul moyen, j'allais dire, de remonter l'entreprise, c'est de le faire par les salariés eux-mêmes, avec l'aide des fonds coopératifs. Donc il faut être clair que par rapport aux besoins de financement dont on a besoin, sans les fonds coopératifs, on ne peut pas lever les fonds. Donc la première couche, c'est les salariés qui s'engagent. Ensuite, on a les fonds coopératifs. Ça vous donne, on va dire, un financement stable. Et ça permet ensuite de convaincre les banques d'amener le complément. Il manque 750 000 € sur les 10 millions déjà engagés par l'ensemble des partenaires financiers, dont 3 banques. 92% du financement est validé. C'est la décision de la dernière banque qui pourrait tout faire basculer vers le haut et la création d'une SCOP, comme ils l'ont imaginé les 50 futurs coopérateurs. J'ai pas réfléchi à l'argent en fait. Ma vie professionnelle, c'est avancer, c'est être avec des amis, c'est plus être dirigé par des gens qui nous dirigent mal. Là, on va être dirigé par nous-mêmes, c'est nous qui allons avancer. Et ça m'a donné, ça me donne des forces pour avancer, quoi. Des forces pour convaincre sa banque. Il a fait un crédit de 7 750 €, un véritable engagement humain, économique et citoyen pour sauver ce qu'il appelle leur industrie. 12h08 dans ce journal des Alpes de la mi-journée. Il est temps d'accueillir notre invité du jour, Henri Galli. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du collectif pour une France accessible. Notre pays compte pas moins de 12 millions de personnes, vous me disiez, de personnes handicapées ou gênées par les problèmes d'accessibilité. Et pourtant, on a l'impression que ça n'avance pas. En tout cas, vous qui les vivez, ces problèmes, vous avez l'impression que rien n'avance. Oui, déjà en 1975, une loi a proclamé le principe de la mise en accessibilité, disons, des équipements collectifs, individuels, etc. Quand on dit mise à l'accessibilité, cela concerne aussi bien les établissements recevant du public, les petits commerces, la boulangerie du coin, que les grands stades de football, les lycées, les collèges. Ça concerne aussi les transports et ça concerne aussi le logement. Et alors, les projets du gouvernement ne vont pas rendre plus accessibles tous ces lieux-là, si j'ai bien compris. En 2005, une loi a proclamé la mise à l'accessibilité des équipements existants. Et par ailleurs, des normes ont été dictées pour les constructions nouvelles. L'ordonnance du 26 septembre du gouvernement a 2 conséquences. La première conséquence, c'est qu'elle retarde la mise à l'accessibilité des équipements, voire même elle les dispense dans beaucoup de cas.
je n'entre pas dans le détail, mais disons que ça va allonger. Oui, concrètement, quelqu'un qui a un établissement qui n'est pas accessible était obligé par la loi de 2005 de le rendre accessible à l'horizon 2015. Il y avait donc un délai de 10 ans pour le faire. Aucune information, aucune pression n'a été faite pour pousser les propriétaires à le faire, ce qui fait que, malgré des rapports successifs, on se retrouve dans une situation où il allait y avoir des sanctions financières. Le gouvernement a décidé de régler le problème en reportant, en imposant plutôt des agendas programmés d'accessibilité. Donc ça veut dire qu'ils ont largement plus de 10 ans pour se mettre aux normes. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir des périodes de 3 ans renouvelables pour se mettre aux normes. Mais surtout, ils pourront demander des dérogations qui, si elles ne sont pas, si ces dérogations ne font pas l'objet d'un examen, d'une réponse du préfet dans un délai de 2 mois, seront réputées acquises. Or, à fin septembre, il va y avoir des milliers de dérogations, des dizaines de milliers de dérogations dans chaque département. Et comme on sait où en sont les services préfectoraux, il est clair que toutes ces dérogations vont être acceptées de fait. Très bien, merci Monsieur Galli d'être venu sur notre plateau. Et puis j'imagine que vous serez la semaine prochaine devant l'Assemblée nationale, puisque la manifestation était prévue aujourd'hui, mais elle a dû être décalée puisque la discussion elle-même a été décalée. Merci beaucoup d'être passé par le Journal des Alpes. On n'a plus le temps malheureusement. Merci. Tout autre chose à présent, 15 ans de gendarmerie de haute montagne et après, eh bien c'est la question que s'est posée le colonel Blaise Agresti et il a décidé de tourner la page en choisissant de mettre ses hautes compétences au service d'une entreprise iséroise bien connue de tous les spécialistes de l'escalade. Comment entamer une nouvelle vie professionnelle à 40 ans passés? La réponse avec Françoise Gay et Didier Abran. Les deux hommes se connaissent depuis 10 ans et s'apprécient. Au 1er janvier 2016, après une formation de 5 mois, Blaise Agresti deviendra donc le bras droit de Paul Petzold en occupant le poste de directeur commercial Monde. Sa mission, animer le réseau de distribution de cette entreprise qui exporte 80% de sa production à l'étranger. J'ai beaucoup à apprendre, très clairement. Je pense qu'il faut être très modeste pour l'instant et puis voir comment fonctionnent les équipes qui sont quand même expérimentées et voir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter à mon niveau, à un moment donné, pour donner une impulsion, une énergie, fédérer les équipes, amener aussi mon expérience particulière de notre univers. J'espère qu'on va arriver à construire une dynamique, mais je suis assez confiant. Ce que j'ai senti tout de suite chez Blaise, c'est son sens de la relation à l'autre et son ouverture d'esprit. Et avec toute son expérience et tout ce qu'il a monté, tout son parcours dans le secours, en tant que guide également, il était naturellement une personne qui m'intéressait forcément. À 44 ans, le colonel Agresti quitte donc la gendarmerie où il a effectué un parcours sans faute. De 1998 à 2002, il dirige les secours dans le massif du Mont-Blanc à la tête du PGHM de Chamonix. Vous avez vu la météo, les seuls moyens engagés, c'est les moyens lourds, marteau-piqueur pour casser la glace, etc. En 2005, puis en 2010, il revient à Chamonix pour commander le CNISAG, le centre de formation des secouristes des PGHM. Cette année, on recrute 6 guides et aspirants guides, donc c'est beaucoup. Donc ça, c'est recrutement direct, c'est des montagnards, et on les transforme en gendarmes. Guide de haute montagne, auteur d'un livre sur le secours, conseiller technique montagne pour la gendarmerie nationale, le nouveau directeur commercial de Petzold s'offre donc une nouvelle carrière dans le monde civil. La gendarmerie est une très très belle institution et je ne la quitte pas du tout en colère ou parce que j'ai une lassitude ou une fatigue par rapport à ce métier. C'est un très beau métier. Non, mais c'est quand même, moi je le retiens comme une grande opportunité, une chance. Vraiment, c'est une belle chance qui m'est offerte. On ne vous dira plus mon colonel? Non, on ne dira plus mon colonel, ça sera Blaise, tout simplement. Voilà. Voilà, et bon vent dans cette nouvelle activité. Entreprise, toujours avec une mauvaise nouvelle, cette fois ERAI, autrement dit Entreprise Rhône-Alpes Internationale, l'association chargée de la promotion des entreprises de la région Rhône-Alpes à l'étranger, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance de Lyon. C'était dans l'air depuis quelques temps. Elle compte pas moins de 126 salariés. Une cinquantaine d'entre eux tout de même devraient être licenciés. Et puis sport plutôt sur tapis vert que sur gazon de la même couleur, avec cet espoir, même infime, d'un maintien en Ligue 1 de football pour le club d'Évian Thonon-Gaillard. Un sauvetage qui pourrait intervenir grâce au malheur des clubs de Troyes et Bastia, tous deux en délicatesse avec l'instance de contrôle de la gestion des clubs professionnels. Une affaire à suivre donc.
Je vous le disais dans les titres, c'est l'heure maintenant de notre feuilleton de l'été, un été alpin qui n'en serait pas vraiment un sans la montée en alpage de dizaines de milliers de brebis venues de Provence. C'est en ce moment qu'on ne pense plus qu'à cela dans les troupeaux, brouter la bonne herbe fraîche de nos montagnes, en particulier celle de la réserve des hauts plateaux du Vercors entre Corançon et Die. Un espace immense et sauvage, peuplé d'une demi-douzaine de bergers. Pour eux, l'installation du troupeau tout là-haut est toujours un moment fort de cet été. Jean-Christophe Pain sur des images de Dominique Semet. Le col du Rousset, au matin du 22 juin. Cet été, Gérard doit mener 1800 brebis sur les hauts plateaux du Vercors. 4 mois là-haut, seul, avec le troupeau. Gérard, sa chèvre et ses chiens montrent le chemin en ce premier jour d'estive. Ah ben oui, tu leur donnes le biais. Tu leur donnes le biais, et puis après, les Biola le connaissent. Hein. Regarde, ils vont seuls. Elles savent faire. Hein. Tu sais, elles languissent, tu les lâcherais en bas, elles viennent ici. Hein. Elles montent. Hein. Ne se trompe pas. Viens là, viens. Viens là, mon lui. Viens là. Couchez. Vous faites peur. Il y a Bismuth et Paul. Paul et Bismuth sont des béliers castrés, nourris au grain. Ils viennent vous manger dans la main. Des points de repère pour surveiller le troupeau. Ça, c'est comme les boucs ou les chèvres, quand il t'en manque. S'il te manque un bouc, il n'est jamais tout seul. Hein. Il y a des brebis avec. Hein. Gérard a de l'expérience. Il fait le berger depuis déjà une quinzaine d'années. Non, il n'est pas monté. C'est l'âge de Ludivine, sa petite fille, et de Souria, sa chèvre domestique. Elle est née là, je l'avais trouvée sous une racine. Elle était comme ça. Puis elle est au biberon et voilà. Et puis elle est restée avec moi tout le temps. Du coup elle va pas dans le troupeau elle. Hein. Regarde. Elle fait à part. Souria, la chèvre, le sait bien, les brebis aussi. La meilleure herbe du plateau, c'est par ici, aux abords de la cabane de Prépéré. Mais là, le premier jour, je vais les parquer. Je ne les parquerai pas, elles vont s'arrêter à un moment ou un autre dans un endroit où il fait frais. Au mois d'août, elles couchent là-haut, au rocher du parquet là-haut. Ouais. Tu vois, elles couchent là-haut, là-haut, elles sont libres. Gérard dispose d'1 millier d'hectares jusqu'au pied du Grand Vémont. Tout au long de l'été, le troupeau va monter vers le sommet. Mais rien ne presse. Au menu des 15 premiers jours, l'herbe la plus fraîche. Tu parlais de la butte à côté de la cabane? Ah non, non, pas encore là-haut. Oh là là. Tu les mets à la fin là-haut? Oui, oui. Il y a de l'herbe jusqu'aux genoux. Oui. Pour cette première nuit à la montagne, Gérard choisit soigneusement le terrain. Emplacement ombragé et vue panoramique. Mais au confort et à la sécurité, le troupeau, lui, semble préférer la liberté. Demain, nous découvrirons la cabane, que dis-je, le château de Gérard, la bergerie de Père Rouge, au cœur des hauts plateaux du Vercors. Voilà, et soyez au rendez-vous demain du numéro 2 de nos feuilletons de l'été. Quelques notes de musique pour se quitter avec hier soir dans le cadre du Festival de Jazz de Vienne, un géant du genre, le bassiste Marcus Miller, en compagnie de l'Orchestre National de Lyon, puis tout seul. Ensuite, il a littéralement enfiévré le public du Théâtre Antique, un habitué du rendez-vous d'été du Festival isérois dont la magie et le sens du rythme opèrent toujours. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on finit avec des notes de musique de Marcus Miller. C'est tout pour ce midi. En tout cas, ce soir, Daniel Despin